It's your one chance. Take the Lord Marshal's offer and bow. I bow to no man. The darkness, for me, is where I shine. Riddick, un mec tellement badass qu'il se rase avec de l'huile de moteur et qu'il tue des mecs avec une tasse à café. Il ne craint rien ni personne, aucune température n'est assez extrême pour le faire flancher, aucune femme ne peut résister à sa virilité, et aucune créature n'est assez dangereuse pour le vaincre. Pas même le sombre mulet de Karl Urban. Imagine tu crées un héros de space opéra et le personnage est tellement balèze qu'il bat même le scénario de son propre film en remodelant son propre background. Bref, un héros avec une bonne grosse dose de testostérone comme on n'en fait plus. Peut-être pour une bonne raison. Dans une industrie qui ridiculise ses propres héros iconiques pour faire de l'humour gratuit, il est difficile de retrouver des grosses brutes comme Conan ou Rocky, des héros aux muscles saillants, traversant des multiples tortures physiques et bravant des adversaires à la puissance insurmontable. Des héros qui peuvent essuyer des échecs malgré leur force et surmonter leurs faiblesses pour atteindre leur objectif. Des véritables modèles qui sont devenus des références culturelles majeures et des symboles transgénérationnels. Et ça peut paraître un peu ridicule de proposer celui-ci, mais Riddick fait partie des derniers héros à ne pas avoir sombré dans la parodie ou la dérision. Donc avec le reporter, on vous pose une question. Le badass est-il en voie d'extinction ? Riddick est une saga à l'histoire très particulière qui se définit essentiellement par son héros éponyme. À la base un personnage secondaire devenu l'élément central d'une saga, Riddick a évolué grâce à son interprète Vin Diesel, Baboulinet pour les intimes. Étant très fan de Donjons et Dragons, le comédien rapide et furieux s'est approprié le personnage pour en faire le héros qu'on connaît aujourd'hui. Quoi qu'on pense de Riddick, il faut reconnaître qu'il a une apparence, une attitude et un univers qui lui sont propres, et c'est en grande partie grâce à l'intérêt du comédien qui s'est battu pour la prospérité de ce personnage qu'il le considère comme le favori de sa carrière. Seulement, les accueils critiques et financiers de ces films sont très erratiques, et beaucoup accusent l'ego démesuré de Vin Diesel d'être à l'origine de leurs défauts. Il est un personnage bien trop puissant qui est constamment magnifié par l'histoire, à la fois un bad boy au passé carcéral, un être élu au pouvoir surnaturel et un paria qui devient roi, une sorte de Marichou sous stéroïdes. On est donc en droit de se demander si Riddick est juste un ego trip de Vin Diesel comme une déclaration d'amour envers lui-même, ou si cette saga est l'expression sincère de ce que Vin Diesel aime dans le cinéma. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les œuvres les plus importantes de la saga Riddick pour en identifier les défauts, mais surtout les qualités artistiques. On tient à vous prouver que ces films ne sont pas des nanars bas du front et qu'il y a un véritable apport artistique dans ces films. Et plus inattendu encore, les jeux vidéo. Donc préparez-vous à rentrer dans l'obscurité et préparez votre instinct de prédateur, parce qu'aujourd'hui on va parler de la saga Riddick. Pour comprendre d'où vient la saga Riddick, il faut d'abord comprendre d'où vient Vin Diesel. Et pour ça, il faut qu'on remonte loin, mais loin, à une époque où Vin Diesel avait un autre nom, des cheveux et un talent pour le breakdance. Vous n'êtes pas prêts pour les extraits qui vont suivre. De son véritable nom, Mark Sinclair Vincent, le jeune comédien choisit le pseudonyme de Vin Diesel comme nom de scène. En dehors des pubs pour des jouets et des contrats de figuration dans des films, oui, c'est lui caché derrière l'acteur là, le jeune acteur ne trouve pas véritablement de rôle où il peut exercer son talent. En attendant le jour où il décrochera un rôle, le jeune Sinclair se contente d'un job de videur dans une boîte de nuit à New York. Un travail qui ne l'épanouit pas, mais où son physique impressionnant est utile. Lorsqu'il a besoin de s'évader, Sinclair lit des romans et joue à Donjons et Dragons. Mais Mark est dégourdi, si personne ne lui donne de rôle intéressant, il va créer ses propres opportunités en écrivant, en réalisant et en jouant le rôle principal de son premier court-métrage. Multifacial est un court-métrage très intéressant et important dans l'histoire de Riddick, car en plus d'être très bon, il est représentatif des sujets de prédilection et des méthodes de travail de Vin Diesel. Multifacial parle d'un jeune acteur qui n'arrive pas à trouver de travail et qui passe différentes auditions dans lesquelles il n'obtient pas de rôle. On peut constater le caractère méta de cette histoire, d'autant que le personnage porte le nom de Sinclair. Le film est extrêmement bien mis en scène et Vin Diesel s'exprime avec une pure authenticité dans ce film. Il ne joue pas un rôle, il est simplement lui-même dans toute son excentricité et ses égarements introspectifs. Le film parle de la difficulté du jeune Sinclair à se placer en tant qu'acteur métis, ayant des origines européennes et afro-américaines. Vin parle des obstacles rencontrés en audition. Pas tout à fait blanc, pas tout à fait noir, ne ressemblant pas assez à un Italien ou autre, il est compliqué pour lui de décrocher un rôle à cause de ses multiples origines. C'est un film d'une grande sincérité qui prouve d'entrée que Vin Diesel a un potentiel incroyable pour la narration et pour exprimer son expérience de façon captivante. Il réalise ensuite son premier long métrage, Strays, dans lequel il interprète également le premier rôle. Un jeune sans métier ni ambition qui renonce progressivement à ses mauvaises habitudes pour une fille qu'il a rencontrée.
Vous nous auriez jamais cru si on vous avait dit que Vin Diesel avait réalisé une romance dramatique. Stories est un film plus convenu que multifacial, mais on peut déjà y voir un plus large éventail d'émotions chez Vin. C'est vraiment une sorte de gigabande démo qui montre tout ce dont il est capable en termes de jeu, et surtout sa carrure. Il a une grosse voix, un physique imposant et une présence à la fois sympathique et sécuritaire. Tout de suite, on a l'image d'un gros dur au grand cœur, et c'est exactement ce qui va lui permettre de décrocher son premier véritable rôle dans un film de grosse production, car c'est nul autre que Steven Spielberg qui l'appellera pour lui proposer un rôle dans Il faut sauver le soldat Ryan. And another thing, every time you salute the captain, you make him a target for the Germans. So do us a favor, don't do it. Especially when I'm standing next to him, capiche? Toujours grâce au film qu'il a réalisé, Vin Diesel se fait également repérer par Brad Bird qui lui offre son tout premier rôle-titre dans Le Géant de Fer. Et il m'a fait chialer. Avec 3 mots, ce con. Il aura ensuite un rôle dans Les Initiés de Ben Younger. Il interprétera un nouvel archétype de personnage qui lui fera gagner en expérience et en crédibilité grâce à ce rôle où il peut montrer toute son intensité dans un jeu subtil et complexe. C'est donc après Les Initiés que Vin Diesel va jouer dans le tout premier film qui nous intéresse aujourd'hui, Pitch Black. Ici le reporter en direct de la planète désertique de Pitch Black. Nous avons plusieurs soleils qui éclairent la surface et le cycle diurne est très long. Vous pouvez constater qu'un vaisseau de transport s'est crashé et que les rescapés sont un équipage très éclectique, composé d'une des pilotes, d'un chasseur de primes, d'un enfant, d'un prêtre, d'un trafiquant d'art et d'autres personnages atypiques. Le plus intriguant d'entre eux est un prisonnier du nom de Richard B. Riddick, et très bientôt il va se montrer très utile au groupe de rescapés car à la tombée de la nuit, on peut constater que des bioraptors sortent pour chasser. D'ailleurs, je vais me barrer d'ici avant de finir en kebab. Pitch Black est réalisé par David Twohy d'après un scénario des frères Witt. Le film devait initialement s'appeler Nightfall, et les créatures vivant sur cette planète n'étaient pas des bioraptors mais des fantômes. Pour son script, Twohy a intégré des idées qui n'ont pas été retenues dans le film Alien 3. Et c'est probablement pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux films. Pour ceux qui ne le connaissent pas, David Twohy est avant tout un scénariste. Il a travaillé sur de multiples films, et notamment coécrit Waterworld. Les 2 premiers films qu'il a écrits et réalisés sont Timescape, un film avec Jeff Daniels qui a littéralement un passeport qui lui permet de voyager à travers le temps, et The Arrival avec Charlie Sheen. Ah mais je le reconnais, c'est Gordon Freeman. Ah non, rien à voir avec Half-Life. Mais moi je veux voir le film avec Gordon Freeman. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui se bat contre une invasion alien dans un laboratoire secret et... Mais comme dans Half-Life. Ce n'est pas Half-Life. David Twohy a donc une certaine appétence et expérience pour la science-fiction. Globalement, ces films sont plutôt bien écrits. Même si ces histoires sont assez convenues, avec certaines issues un peu douteuses pour arranger la progression, le style d'écriture de Twohy est assez solide, avec un rythme divertissant et des personnages cohérents. Et au moment de réaliser Pitch Black, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il travaille dans cette industrie. Le film est produit par Polygram Film Entertainment. C'est donc avec un budget de 23 millions de dollars que David Twohy réalise le film avec un casting très peu connu en dehors de l'incroyable Keith David, qu'on connaît déjà des films de Carpenter. Pitch Black a été réalisé en 60 jours et le tournage s'est fait essentiellement dans le désert australien dans lequel a été tourné Mad Max Au-delà du Dôme du Tonnerre. Ah ouais, ils ont dû avoir chaud du coup. Ils ont tourné dans une température de 10 degrés Celsius, il pleuvait des cordes, et pour faire croire qu'il faisait chaud, les acteurs ont dû jouer avec peu de vêtements et étaient régulièrement aspergés avec de l'eau pour simuler la sueur. Le cocktail parfait pour tomber malade. De son côté, Vin Diesel a failli perdre connaissance dans la scène d'introduction, celle où il est enfermé dans la cryochambre. Il a également eu des gros problèmes pour mettre et retirer ses lentilles. Et dans la vraie vie, c'est déjà des saloperies ces trucs. Celles-ci étaient des prototypes spécialement conçus pour le film, et ni Diesel ni les autres membres de l'équipe n'arrivaient à les lui retirer. Il a donc fallu traverser tout le foutu désert pour trouver un hôpital et les lui retirer. Au-delà de ces problèmes, Vin Diesel était très investi dans l'incarnation de son personnage et a adoré son séjour en Australie. De plus, il a développé une excellente synergie avec le réalisateur. Pitch Black est un film assez ingénieux qui parvient à se démarquer par son concept original malgré un budget restreint. Évidemment, le film souffre de grosses faiblesses dans le rythme et les visuels dans le premier acte. Les débuts de Pitch Black peuvent être assez ennuyeux et visuellement très rebutants. Les personnages sont aussi perdus que le spectateur mais sans plan précis pour se tirer de la planète. On découvre un groupe de personnages assez complexes mais très peu actifs dans le sauvetage et la plupart sont assez oubliables passé le visionnage du film. En revanche, on peut totalement y voir un parti pris assumé. On se sent tout aussi perdu que les personnages parce qu'ils n'ont simplement pas de solution immédiate, on ressent leur isolement. Visuellement, les plans surexposés ont cette capacité de traduire une chaleur ultra intense, au point que même la caméra n'arrive pas à compenser. Qu'on aime ou pas, on pense très sincèrement que ces choix sont plus de l'intention que de la maladresse. Ceci dit, le film a de grandes qualités et une fois le second acte lancé, il devient plus facile de s'engager dans le récit. L'histoire passe d'un scénario SF oubliable à un survival inventif où chaque membre du groupe a le devoir d'être proactif pour la survie collective ou individuelle.
C'est quoi, Riddick? C'est quoi cette chose? Je vous l'ai dit. C'est pas de moi dont il faut avoir peur. C'est là que notre Riddick entre en scène et va briller pour le reste du film grâce à ses talents de nyctalope. Maintenant que j'ai réussi à caler ce mot, on va pouvoir spotter tous les fans de Niall Buck en commentaire. Bien qu'il ne soit pas encore le protagoniste de cette saga, Richard Riddick est indéniablement le personnage le plus captivant de ce film. C'est tout d'abord le plus apte à survivre, et les autres membres du groupe vont devoir s'en remettre à ses compétences pour subsister. Il est également imprévisible, guidé par un instinct primitif, a un comportement très tendancieux avec les membres féminins du groupe, et n'éprouve pas spécialement d'intérêt pour les autres. Il semble respecter les lois de la chaîne alimentaire et se conformer au règne animal pour se préserver. Il est également doté d'yeux ultra sensibles à basse lumière, ce qui lui permet de voir dans l'obscurité. Parallèlement à ce don, Riddick est également capable de comprendre les failles des autres membres du groupe, comme s'il voyait également l'obscurité de chacun. Riddick est donc un personnage à la fois puissant et clairvoyant, mais en contrepartie, il n'est pas fiable. Il est dangereux et peut à tout moment décider de privilégier sa survie à celle du groupe. Il était déjà extrêmement intéressant en tant que personnage secondaire, puisqu'on est incapable de savoir si ce personnage est bon ou mauvais, et les autres survivants du crash ont également leurs qualités et leur part d'ombre. Nous le verrons bien lorsque les personnages que nous pensons être les plus nobles prendront des décisions lâches, tandis que le moins fiable s'avérera être le plus utile à la survie du groupe. Spoiler donc, les seuls survivants de cette aventure sont donc Riddick, Jack et Abu Imam, que nous retrouverons dans le prochain film. Pitch Black est donc une œuvre complexe qui sait traiter la nuance de ces différents personnages avec un concept simple: survivre sur une planète inconnue, peuplée de créatures nocturnes et hostiles. C'est un récit qui nous montre l'humain sous plusieurs facettes et qui parvient à créer des scènes de suspense efficaces. Initialement, le personnage de Riddick n'était pas censé survivre. Il a d'ailleurs existé une version où c'est lui qui se fait tuer et Caroline qui survit à sa place. Mais en comparant les deux versions, Universal a choisi de faire survivre Riddick parce qu'il voyait un potentiel plus mémorable dans ce personnage. Et qui sait, ça se trouve il existe un monde parallèle où le personnage de Caroline a eu droit à ses propres spin-offs qui ont d'excellentes critiques. Ou pas. Pitch Black fait donc une sortie remarquée avec une critique plutôt positive et des recettes de 53 millions de dollars pour les 23 investis. Seulement, ce sera le dernier film de Polygram Film Entertainment avant que la société de production soit absorbée par Universal Pictures. Les droits de Pitch Black sont donc entre les mains de ce studio, mais Vin Diesel et Toei ne comptent pas en rester là avec le personnage de Riddick. De son côté, Vin Diesel sera remarqué pour son interprétation d'un personnage badass. Et en plus d'être un de ses rôles préférés, Pitch Black va lui ouvrir les portes du blockbuster et c'est à ce moment-là que Vin Diesel va rentrer dans deux des licences qui seront les plus importantes et les plus rentables de sa carrière. Fast and Furious et Triple X, dont il deviendra également le producteur exécutif. Et là, Vin Diesel, il est au top du game. Il se fait un max de blé, c'est officiellement devenu une star de film d'action. Mais lui, il veut retravailler avec Toei. Il veut retrouver son personnage préféré et il veut reprendre le rôle de Riddick. Un scénario est donc en cours d'écriture pour créer la suite des aventures du criminel nyctalope. Les deux artistes en Marseille prévoient de faire une aventure ambitieuse pour le spin-off de ce personnage et des négociations sont ouvertes avec Universal pour réaliser le film. Le truc c'est que Vin Diesel il est sollicité sur d'autres projets. Comme Fast and Furious et Triple X sont d'énormes succès commerciaux, Universal veut remettre le couvert avec Vin Diesel qui lui reste obsédé par Riddick. Il veut absolument faire ce projet et il refuse 11 millions de dollars pour jouer dans la suite de Triple X 2 et il refuse également 20 millions de dollars pour jouer dans la suite de Fast and Furious. L'acteur s'assoit donc sur 30 millions de dollars pour pouvoir jouer dans les chroniques de Riddick. C'est dire la détermination de Baboulinet. Après la bonne réception du premier film, Vin Diesel remet le couvert avec David Toei pour faire le spin-off de Pitch Black. Une suite qui se concentre sur Riddick. C'est un choix très malin puisque Riddick est un personnage qui marque les esprits, avec une identité et un univers propre pour faire un film à la hauteur des ambitions des deux artistes. Seulement, le personnage de Riddick n'avait pas été pensé pour exister au-delà de Pitch Black. Il a donc fallu adapter son histoire pour créer de nouvelles péripéties au personnage, et ses origines ont donc été modifiées. Ce nouveau film part sur une histoire bien plus orientée vers l'action et le fantastique. Ce mélange dans le space opéra donne une aura assez atypique au film. On y suit les aventures de Riddick, dont la tête est mise à prix alors qu'il s'était fait passer pour mort. Il remonte la piste jusqu'à Abu Imam du premier film, en compagnie d'une élémentale interprétée par la légendaire Judi Dench. Il lui explique qu'il est un furien, une espèce qui a été éradiquée par les nécromongers. Les nécromongers ont décidé que la vie c'était mal, ok, et que toute forme de vie devrait se soumettre à l'empereur Zillow. Et Riddick, l'autorité, ça l'emmerde.
Du coup, il se dresse contre les Necromongers en tant que dernier furien et doit mettre fin au règne de Zillow tout en échappant aux chasseurs de primes. Les Chroniques de Riddick est financé à hauteur de 110 millions de $. Il y a une grande alchimie entre Vin Diesel et David Towie qui sont très complémentaires et se proposent mutuellement des idées qui servent le film. Il y a encore un casting incroyable avec Alexa Davalos dans le rôle de Jack du premier film, Tandy Way Newton ou encore l'incroyable Karl Urban qui joue un gros macho à mulet. Chaque fois que l'on fait tomber une dynastie, c'est un spectacle qui vous laisse songeur. N'oublie pas où est ta place, Dame Vaco. La place de la femme, c'est à la cuisine! C'est un énorme film et ça se voit. Les décors sont extrêmement ambitieux et le travail sur les costumes est démentiel. Il y a de la grosse cascade, des gros effets numériques, un casting mortel ou immortel, une grosse communication avec plein de médias dérivés. La vision du projet est énorme. Et... Bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Le film reçoit une critique très négative, jugé comme dépourvu d'imagination, un spectacle violent et gratuit, et surtout ultra prétentieux. Vin Diesel, le mec qui s'est fait valider par Spielberg quelques années plus tôt, se mange un Razzie Award du pire acteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour commencer par ses défauts, Les Chroniques de Riddick est un film avec un héros, un style de mise en scène et une esthétique très clivante. Le montage est parfois illisible, les chorégraphies exagérées avec des combats au Gravity Gun, et un héros beaucoup trop puissant pour la structure du récit. Ridicule. Ah bah non, ça c'est non. Les blagues comme ça, on arrête. Je reprends l'antenne. Beaucoup reprochent à l'acteur d'avoir embelli son image à travers le personnage de Riddick, faisant de ce rôle un ego trip pour Vin Diesel qui chercherait à se présenter comme une personnalité exceptionnelle. Un être élu, le dernier représentant d'une espèce asservie aux qualités extraordinaires, il n'a aucun défaut, peut vaincre n'importe quel adversaire, le film lui invente un charme inexplicable auprès des autres personnages féminins, il agit comme s'il n'en avait rien à cirer de son environnement, et il est même tellement fort qu'il arrive à devenir roi des Necromongers sans faire exprès. Le mec est tellement balèze qu'il est blasé. Vous avez compris, blasé c'était un anagramme de balèze. Alors blasé ça s'écrit avec un S. Oui bon ça va. Et il manque un E. Oh, ça suffit On ne l'explique jamais vraiment, mais Riddick a un pouvoir qui le fait exploser. Ça pourrait s'expliquer parce que c'est un furien, mais en fait ça va pas bien plus loin que ça. Riddick est un furien alpha, il est donc bien plus résistant, musclé et rapide. C'est donc un Fast and Furien. Parce qu'en fait, il a joué dans un film qui s'appelle Fast and Furious. Il joue un furien dans les Chroniques de Riddick. Du coup, ça fait Fast and Furien. Furious, Furien. Riddick est donc encore plus spécial, et son pouvoir se déclenche de façon pratique au moment où il en a le plus besoin. Son pouvoir, c'est tout simplement le Deus Ex Machina. J'aimerais vous faire la blague que Riddick est fait en scénarium, mais la vérité c'est que c'est le scénarium qui est fait de particules de Riddick. Il sait se soigner, manier toutes les armes, tous les véhicules, un des romans nous apprend même qu'il a un passé de militaire. Ce personnage est une Marishu. Il est sublimé par Vin Diesel qui s'est approprié ce personnage pour en faire un mâle Sigma bien viril comme il aime les faire. Un homme indépendant, solitaire, plus fort, plus entreprenant, et maître de ses émotions. On peut constater que les autres rôles de sa carrière ont en commun le portrait d'un homme puissant, viril, séduisant, peu loquace et qui ne laisse transparaître aucune trace de faiblesse. C'est le cas par exemple de Chasseur de sorcières, Bloodshot, Fast and Furious, Babylon AD, etc. Pas de défaut, toujours guidé par ses propres règles, toujours plus malin que les antagonistes, etc. Le résultat, c'est que ça fait un héros avec lequel on peut avoir du mal à créer une connexion parce qu'il est tout le temps mis sur un piédestal. En fait, la plupart des critiques s'attendaient à un film qui continuerait sur le ton de Pitch Black, un film qui était effectivement plus ingénieux et subtil dans sa mise en scène, ainsi que la dualité qu'il plaçait entre les différents personnages. Le film a tout de même énormément gagné en intérêt au fil des ans, remontant la note et développant une fanbase solide. Mais c'est dommage parce que le film et son protagoniste ont une apparence et un style unique. Les changements apportés au personnage lui créent une aura légendaire, et le contexte dans lequel il se trouve est un virage intéressant qui mêle le space opéra et le fantastique. J'aime les scènes de combat qui me font pas mal penser à celles de Equilibrium, un peu brouillon dans l'exécution mais très percutante, avec une chorégraphie exagérée mais une technique de combat créative. Côté personnage, le film est plutôt constant et fidèle au style du premier opus. Ils sont complexes et interprétés par des acteurs géniaux. Mention spéciale à Karl Muley-Urban qui interprète un antagoniste comme on les aime. Un plan immoral mais avec des motivations compréhensibles. Tous les personnages sont pensés comme de véritables personnes avec des motivations qui ont du sens dans leur doctrine ou leur corps de métier. Et dépendant du contexte, ils peuvent devenir des alliés ou des ennemis. Karl Urban s'associe à Riddick uniquement pour vaincre l'empereur, les mercenaires et les prisonniers deviennent alliés le temps de fuir la planète, Jack du premier film devient une warmonger, le conseiller de l'empereur est en fait également un furien, et tous les personnages ont plusieurs facettes cohérentes avec leurs principes et leurs objectifs. Et si le personnage de Riddick peut être trop encensé par le scénario,
Les personnages secondaires, eux, sont très intéressants. L'univers de Riddick est assez cryptique. Il a l'air de se passer dans un lointain futur, sur différentes colonies humaines, avec des sociétés qui ont développé de nouvelles cultures uniques. Les personnages font des références à notre réalité comme appartenant au passé, et pourtant, on y voit surtout des planètes autres que la Terre, avec des personnages qui semblent avoir une provenance inexpliquée. Ta gueule, c'est magique, ta gueule, c'est de la SF. Ce film est celui qui nous en montre le plus sur l'univers étendu autour du héros de la saga, et on constate que c'est un univers très sombre où les civilisations sont absorbées par d'autres plus tyranniques dans des échelles titanesques. Dans la direction artistique, on peut y voir des influences à la Giger ou Bechinski dans l'aspect visuel des Warmongers. Il y a une atmosphère qui rappelle pas mal la caste des métabarons, et j'aime beaucoup les cadres débulés pour filmer les hauts placés de cette faction. Ça leur donne un côté à la fois étrange et surnaturel. C'est vraiment à partir de cet opus que la saga montre tout son potentiel, très sombre et onirique. On revient même sur l'aspect carcéral qui gravite autour du héros. Dès le début du film, il est traqué par des mercenaires, et le passage dans la prison est à la fois un retour aux origines du héros, mais également au contexte de Pitch Black. Les protagonistes devant survivre dans une fosse où ils sont du gibier pour des créatures féroces. On retrouve également Jack du premier film qui semble avoir retenu les enseignements de son modèle. En même temps, regardez ce mâle alpha viril et beau comme un camion, avec des pectoraux si énormes que quand il retire son débardeur, ça fait une éclipse. Ses bras sont tellement musclés que je suis sûr que quand il va à la salle de sport, c'est les haltères qui transpirent. Je veux dire, il est tellement fort qu'il bute un autre mec avec une tasse de thé. C'est également dans le passage de la prison qu'on apprend que Riddick n'a pas été tout à fait honnête sur la façon dont il a obtenu ses yeux. Et à ce stade de l'histoire, c'est encore un mystère. C'est le mini-jeu promotionnel Hunt for Riddick qui nous en apprend un peu plus sur les origines du personnage. Le mini-jeu laisse sous-entendre qu'il a obtenu ses yeux grâce à une opération chirurgicale. Il avait apparemment 0,05% de chance de survivre, ce qui explique pourquoi il est le seul personnage de l'univers à avoir ses yeux. Mais vous verrez que cette histoire sera changée. Dans l'ensemble, les Chroniques de Riddick a un univers visuel très fort et une association qui est plutôt bienvenue entre la fantasy et la science-fiction. C'est un film sincère qui met en valeur des acteurs qu'on aime beaucoup avec le reporter. Et c'est une histoire qui est généreuse en rebondissements et en mise en scène variée. C'est notre préféré de la saga pour son style unique, et on y voit dans cet opéra galactique des vibrations à la Warhammer 40 000, un peu comme c'était le cas de Event Horizon. Malheureusement, le film récolte à peu près la somme investie, 110 millions de dollars, donc pas du tout intéressant pour les studios. Ceci dit, comme le film a bénéficié d'une bonne communication, il y a eu des médias annexes qui sont sortis pour le promouvoir, notamment un court-métrage d'animation réalisé par Peter Chung. Le film d'animation s'appelle Les Chroniques de Riddick, Dark Fury. On en apprend davantage sur notre héros après qu'il se soit échappé avec Abu Imam et Jack. Les événements se passent donc après Pitch Black et Riddick fait face à une antagoniste qui souhaite ajouter Riddick à sa collection. En temps normal, on s'attarde pas trop sur les médias secondaires, mais les jeux vidéo Riddick sont particulièrement bien réalisés. Elle cumule le meilleur de tout ce que la saga a produit, et Escape from Butcher Bay est incontestablement l'œuvre la plus appréciée de toute la licence Riddick. We're moving again. They just transmitted a safe route through the minefield. That minefield's offering better odds than you're gonna get taking me to Butcher Bay. You think Hoxie's memory is that short? He gets one look at you, Riddick, and all is forgiven. And I bank your bounty plus 50. Plus 50? Now come on, Johns. Greed is an ugly thing. Elle se passe avant Pitch Black et raconte les origines carcérales du personnage de Riddick. C'est donc un segment très important qui nous montre comment il obtient sa vision nocturne et comment il a rencontré le mercenaire. On y suit l'incarcération de Riddick et on va voir les différents secteurs dans lesquels il sera transféré, du plus ouvert au plus profond en passant par le plus aberrant. L'histoire nous propose de découvrir les origines de ce personnage à travers cette expérience interactive. Le jeu a été développé par Starbreeze, le studio derrière le premier jeu The Darkness. Un jeu qui avait des qualités immersives assez folles pour l'époque, des interactions très précises et satisfaisantes avec l'environnement, une écriture de personnages et des dialogues très convaincants, une ambiance lugubre et surtout des doublages incroyables. D'ailleurs, les musiques de Escape from Butcher Bay sont également composées par Gustav Grefberg, qui avait composé les musiques de The Darkness. On vous met le lien de la vidéo qu'on a faite sur The Darkness, car c'est un jeu injustement oublié qui était extrêmement en avance sur son temps. Pour en revenir à Escape from Butcher Bay, Vin Diesel interprète son personnage avec énormément de crédibilité. On a également Cole Hauser, qui jouait Jones dans Pitch Black, Ron Perlman dans le rôle d'un détenu, et même Exhibit dans le rôle d'un gardien de prison. Je ne les cite pas tous, mais il y a un vrai casting de films incroyable dans ce jeu, et les interprétations sont absolument excellentes. C'est satisfaisant de voir à quel point les comédiens sont investis dans un jeu développé par un petit studio suédois. I got the shift you wanted, Riddick. What the F you think you're doing, Madsen? You dealing without my approval? You're in my cell. You need a blade, you come to me. I said, you're in my cell. What? Wrong. All these cells belong to the Aquilians, including this one. Now you ain't paid me for that shank, so it ain't yours. Come take it.
You got a hearing problem. I said everything I see belongs to me. See this? It belongs to me. Initialement, le jeu devait avoir beaucoup plus de dialogue, mais il a été déterminé que ça allait à l'encontre du ton du héros et de l'univers. Le nombre de répliques a donc été réduit, mais pour se concentrer sur des interventions efficaces et qualitatives. Résultat, strictement toutes les lignes de dialogue de Riddick sont des punchlines, un peu comme Jackie dans The Darkness finalement. You give, you get. You don't want to get what I can give, Jagger. Le gameplay est orienté infiltration et action. Notre objectif est de réussir à s'évader de Butcher Bay en faisant face aux autres prisonniers, aux gardes et aux autres saloperies qu'il va falloir affronter au fil de niveaux très variés. D'ailleurs, le niveau où on affronte les mutants nous rappelle pas mal le film Pandorum, avec ses complexes métalliques et des créatures humanoïdes qui nous surprennent dans l'obscurité. J'ai personnellement découvert les jeux Riddick il y a quelques années un peu par hasard, et le chroniqueur les a découverts en stream il y a peu, et on était tous les deux très impressionnés par la solidité du gameplay et la richesse des niveaux. Escape from Butcher Bay propose de nombreuses phases de jeu très différentes et toutes très satisfaisantes à jouer. On a des phases où on doit éliminer des adversaires discrètement, d'autres qui partent en fusillade, quelques puzzles à résoudre pour passer au niveau suivant, de la baston, des dialogues avec d'autres détenus, plus de baston, des bastons avec des mechas, puis de la baston contre des monstres, puis retour sur de l'infiltration et le tout en crescendo. À chaque fois qu'on découvre un nouvel item ou une nouvelle mécanique, le jeu nous pousse à utiliser cette méca jusqu'à ce qu'elle devienne le principal élément de gameplay. La difficulté augmente et au moment où on se dit que cette nouvelle mécanique commence à ne plus suffire, une nouvelle mécanique vient inverser la tendance. Par exemple, dans les niveaux dans l'obscurité, on est obligé de lancer des fusées éclairantes pour se repérer et affronter les mutants. Ce niveau est tellement stressant qu'on est soulagé d'en sortir quand on le termine. Mais il va bien falloir y repasser pour quitter la zone, et cette fois-ci le jeu nous donne la fameuse vision de nuit de Riddick. Le niveau de survie devient désormais un carnage de mutants et c'est extrêmement satisfaisant à jouer. Ce passage du jeu est très marquant et il représente assez bien le genre de progression qu'on a dans le jeu. Mais ce segment est également très important puisque c'est ici qu'on assiste à la version officielle de l'obtention de la vision de nuit de notre anti-héros. Ce n'est finalement pas directement l'opération qu'il a subie qui lui a donné ce don, mais plutôt une réaction à l'opération qui a révélé ce trait de ses origines furiennes. Le rythme du jeu est savamment bien géré, et on n'a pas le temps de s'ennuyer tellement il y a de segments mémorables et de retournements de situation. Contrairement au film, notre Riddick des jeux vidéo est vulnérable. La plupart du temps, il est possible de dominer ses adversaires si on fait preuve d'adresse. Mais le jeu n'est pas facile, et c'est très satisfaisant de réussir des phases d'infiltration ou de trouver des issues alternatives à des problèmes, comme le fait le héros du film. Le jeu se permet même un tout petit côté immersive sim, avec la possibilité de passer des niveaux par l'action ou l'infiltration. Il y a bien sûr quelques défauts. À l'instar de The Darkness, le personnage est assez rigide à manier, certains passages ne sont pas très bien indiqués, le boss final qui part se planquer avec son fauteuil Stana, et certaines mécaniques qui ne sont plus utiles dans le gameplay passé un certain segment du jeu, comme c'est le cas par exemple de la fameuse vision de nuit. Ceci étant dit, le jeu respecte énormément la direction artistique et l'ambiance du deuxième film, et les traits de Riddick ont carrément été amplifiés pour le jeu. Il est encore plus cynique, il paraît plus destructeur, plus polyvalent, et son sens de la répartie est à son paroxysme. John said you were ugly up close. For the first time, I gotta agree with him. Dans l'ensemble, il y a un grand respect mutuel entre Vin Diesel, qui croit sincèrement aux capacités narratives du jeu vidéo qu'il a coécrit, et les développeurs de Starbreeze qui ont parfaitement compris le film et l'ont adapté dans un jeu vidéo efficace. Escape from Butcher Bay a bénéficié d'un petit succès, notamment sur console, et a même eu droit à une version qui améliore ses graphismes après la sortie de Dark Athena. Dark Athena est donc la suite directe de Escape from Butcher Bay. Après que Riddick ait réussi à s'enfuir, il se retrouve de nouveau dans un vaisseau prison. Mais dis donc, c'est que ça devient redondant à un moment, les histoires remplies de tolards. Ouais, mais Riddick sans prison, c'est comme les terres grises sans épidémie. Y aurait pas d'histoire. Ouais, bah on s'en passerait bien. Riddick se retrouve dans un vaisseau de détention récemment investi par l'armée de Dark Athena, dirigée par une ancienne connaissance de Riddick. L'esthétique de l'armée d'Athena est très similaire à celle des Warmongers. Ils ont des armures noires et ont une technique d'assimilation de la population pour agrandir leur rang. Ceci dit, les humains assimilés sont beaucoup plus torturés que ceux des Warmongers. Ils ont beaucoup plus de modifications cybernétiques et sont utilisés comme des sortes de zombies pilotés à distance. La plupart de l'équipage du vaisseau a été exterminé ou assimilé et il va falloir qu'on trouve un moyen de quitter ce cauchemar. Une fille semble avoir survécu et a vu ses parents se faire exterminer. Elle se montrera plutôt utile pour nous permettre de quitter cet endroit rempli de soldats, de drones et de détenus. Le premier segment du jeu est très similaire à Escape from Butcher Bay, mais avec une progression bien plus rapide que dans le premier jeu. On a accès beaucoup plus rapidement aux armes de corps à corps, aux armes à feu, on a déjà la vision nocturne, on affronte Athena très rapidement, on sauve une gamine qui a échappé au carnage dans le vaisseau, et on finit par s'en échapper assez rapidement. Mais tout ça est très bizarre, parce qu'on a l'impression que tout ça arrive dans un laps de temps très court, et on voit bien au moment d'être éjecté qu'Athena n'est pas morte et que la gamine est toujours en danger. Puis on atterrit sur une planète très étrange. Il y a quelque chose de très grave et pesant dans l'atmosphère.
On est soudainement envahi par un sentiment de solitude alors qu'on est loin du vaisseau et qu'on n'a pas réglé nos comptes avec Athéna. Et pourtant, c'est sur cette planète que le jeu va prendre une tournure assez inattendue et pourtant très satisfaisante. La traversée de cette planète est très similaire à celle du second Half-Life. On doit se frayer un chemin dans un parcours extrêmement linéaire avec des énigmes dans l'environnement et quelques affrontements. On découvre une ville absolument dystopique et sous le contrôle de l'armée d'Athéna. Les habitants ont l'air d'avoir également été exécutés ou assimilés. On disait un peu plus tôt que l'univers de Riddick était très porté sur la thématique des mondes civilisés qui sont absorbés par des factions plus tyranniques avec les Warmongers. Dark Athena reproduit le même schéma avec un traitement plus proche des invasions pendant les guerres mondiales, avec des armées qui prennent le contrôle des rues, les affiches de propagande, les exactions dans les ruelles, etc. Là encore, ça rappelle énormément City 17 de Half-Life 2. Et comme si le parcours et le contexte ne suffisaient pas, on trouve également le fusil de minage qui va agir comme une sorte de gravity gun. Et là, c'est probablement le segment qui m'a le plus fasciné de tous les jeux Riddick. Le fusil de minage tire des pieux explosifs, pas très original au premier abord, sauf que les explosions des pieux agissent sur la physique de l'environnement et il est possible de déplacer des éléments du décor pour résoudre des énigmes durant le parcours. Et ça, c'est mortel. Le fusil est déjà extrêmement puissant face à la plupart des ennemis du jeu, mais en plus il est super amusant à utiliser parce qu'il permet de débloquer des accès alternatifs comme le Gravity Gun. Même si ce segment ne vaut pas le célèbre jeu de Valve et qu'il dénote un peu avec l'univers global, c'est une proposition que je trouve super intéressante et comme vous pouvez le constater sur ces images, le chroniqueur a pris un véritable pied quand il a découvert ces niveaux en stream. Parce que ça fait une animation si je grimpe, voilà. Oh mais splendide! Mais j'adore! Oh, c'est satisfaisant ça! Si ça vous intéresse, on vous met le lien de notre chaîne secondaire en description. Il y a tous les jeux qu'on a joués en stream, d'ailleurs on rejouera à Riddick ce soir à 21h, donc soyez présents. Dark Athena a évidemment quelques défauts. La vision nocturne ne sert strictement à rien, il n'y a presque plus d'infiltration, les petits éléments d'immersive sim sont beaucoup moins présents, il y a moins de dialogues, sachant qu'ils sont également moins intéressants que dans le précédent jeu, et le boss final est ultra décevant et super mal conçu. C'est simple, Athéna est invincible. Et je ne veux pas dire par là que c'est un sac à PV ou qu'elle est trop forte. Elle est littéralement immortelle. Et le seul moyen de la vaincre, c'est de la pousser dans le vide pour la cohérence avec la cinématique finale. Je pense que le combat final joue pour beaucoup dans la note légèrement inférieure par rapport au jeu précédent. Mais globalement, Dark Athena reste une formule améliorée du premier jeu et les deux sont globalement excellents. Si vous voulez en savoir plus sur les jeux Riddick, on vous recommande d'aller regarder la vidéo de Ragnarox qui couvre les deux jeux et qui rentre beaucoup plus dans les détails du gameplay. Sachez néanmoins que les jeux sont en abandonware aujourd'hui. Ils ne sont actuellement plus trouvables sur des plateformes légales. Ils étaient sur Good Old Games pendant un moment, mais maintenant on peut surtout les retrouver sur des plateformes comme My Abandonware. En tout cas, le reporter et moi, on a adoré ces jeux et ce qu'ils apportent dans l'univers. Car si le personnage peut être un peu clivant dans les films, il est très satisfaisant à jouer et extrêmement bien retranscrit dans ce médium. Et c'est vraiment surprenant qu'une saga aussi critiquée ait bénéficié d'un tel soin lors de la réalisation des jeux. Après, si les jeux ont relevé la barre, on va juste tomber de très haut avec le dernier film. Après le flop des Chroniques de Riddick, il a été très compliqué de trouver un moyen de faire revenir Riddick au cinéma. Parce qu'il fallait convaincre les studios que c'était une bonne idée de relancer cette licence. Vin Diesel négocie avec Universal pour produire la suite des Chroniques de Riddick. On va pas se mentir, au vu du résultat financier et critique du dernier film, Universal n'est absolument pas chaud pour produire une suite. Sauf que Vin Diesel est encore bankable. Il mise donc sur le contraste de sa nouvelle personnalité pour s'essayer à la comédie avec Babysitter, un énorme succès commercial. D'autre part, il essuie également quelques échecs comme Jugez-moi coupable, un biopic sur l'un des procès les plus longs du monde, le célèbre procès de Jackie DiNorcio. Le véritable mafieux a d'ailleurs lui-même suggéré de caster Vin Diesel pour l'interpréter dans le rôle principal. Jugez-moi coupable fait un énorme flop alors que Vin Diesel fait une des meilleures performances de sa carrière aux côtés d'un jeune Peter Dinklage. Sérieusement, même si le film traîne un peu en longueur, c'est l'un des rôles les plus touchants dans lesquels j'ai vu Vin Diesel. Il prouve dans ce film qu'il est capable de jouer autre chose qu'un énorme bourrin et qu'il est capable de captiver son audience avec son charisme. Mais ça ne rapporte pas assez de fric pour produire la suite de Riddick. Vin Diesel s'arrange donc pour trouver un accord avec Universal pour produire la suite de Riddick. Et Universal accepte, à une condition, que Vin Diesel accepte de faire un caméo dans Fast and Furious Tokyo Drift. Maintenant, Vin Diesel remet un pied dans la licence qui deviendra son plus gros gagne-pain. Fast and Furious est une de ses licences les plus rentables, et sa simple présence suffit à faire exploser l'engouement autour de la saga. Seulement, Fast and Furious sera également une source de problème qui sera mis en évidence dans un film qui n'a a priori rien à voir, mais qu'on connaît très bien nous en France, puisqu'il s'agit
de Babylon AD. Vous êtes probablement tous au courant du désastre interstellaire qu'a été ce film. C'est le pire film de Kassovitz, le tournage a été infernal, le résultat est absolument décevant, le box-office est catastrophique et surtout Vin Diesel est odieux sur le tournage. Le documentaire Mathieu fucking Kassovitz retrace le désastre de Babylon AD et montre Vin Diesel sous son pire aspect. We've now communicated. People should know what the fuck they're doing. Dans les backstage et en public, Vin Diesel apparaît comme quelqu'un d'authentique, souriant et enthousiaste. Parfois un peu trop. What's wrong? Am I the only one that's saying it? Look at her. She's so fucking beautiful. It's like you can't even do an interview with her because you're just like da 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 da. Enfin, frérot, tu es cringe. Mais dans le documentaire de Kassovitz, il est hautain, imbu de sa personne, il exige énormément qu'on soit à sa disposition pour son confort et son apparence, il n'est absolument pas professionnel, il critique le travail des autres, boude quand on le critique, se permet d'interrompre des tournages pour aller bouder, refuse de jouer certaines scènes, de faire des cascades, bref, il est montré comme une diva insupportable. C'était la semaine où Vin est arrivé, elle les a pris en essayant de les retourner, elle leur a dit voilà, il faut pas tourner cette scène comme ça, il faut la tourner comme si. Et il faut réécrire, et il faut refaire des trucs. Et moi, je dis, mais les gars, la scène, elle est conçue comme ça, elle justifie tout ce qui vient après, et tout ce qui vient après est un truc super compliqué et storyboardé. Et si on le fait pas comme ça, il faut on tourne ce soir. Notre opinion, c'est que Vin a une très forte personnalité et une volonté de prendre des initiatives, comme il a l'habitude de le faire sur des productions américaines, où il est parfois producteur ou auteur. Je pense que dans le cadre de Babylon AD, il a oublié qu'il était seulement comédien et qu'il n'avait pas le droit de prendre de haut les autres membres de l'équipe, ou de remettre en question le travail du réalisateur comme il l'a fait. Mais cette controverse n'est rien en comparaison aux nombreux conflits qu'il y a sur Fast and Furious. Et alors là, les mecs, ils font comme s'ils étaient tous potes, ils s'envoient des compliments en public. Ils s'embrassent, family, tout ça. Mais en backstage Fast and Furious, c'est le drama ultime. Vous trouvez que les scénarios sont nuls? Mais c'est parce que le vrai scénario de la saga, il se passe derrière la caméra. Vin Diesel fait venir The Rock. Ils s'engueulent, The Rock essaie quasiment de lui chourer la licence, Vin Diesel le fait remplacer par Jason Momoa, qu'il va ensuite accuser d'être la cause des échecs critiques du film. Il s'engueule même avec le réal des films qui se barre, Tyrese Gibson a également dénoncé publiquement son comportement, il est également accusé d'agression par une de ses anciennes assistantes sur les films. C'est à croire que Vin Diesel est tellement toxique que même Monsanto n'en voudrait pas. Après, toutes ces accusations sont à prendre avec des pincettes. Les jeux de pouvoir sont monnaie courante dans ce genre de milieu et il est possible que Vin Diesel se fasse traîner dans la boue par ses anciens partenaires, tout ça à cause de désaccords qui ont eu lieu en privé. Mais alors la fierté mal placée des montagnes de muscles d'Hollywood, c'est une source de querelle incroyable. Les mecs veulent tellement pas être vus comme des faibles qu'ils refusent de perdre des combats dans des mises en scène. Vin Diesel a donc une réputation qui est très partagée entre ceux qui l'apprécient pour son authenticité sans filtre et son attitude, et ceux qui le détestent pour son authenticité sans filtre et son attitude. Et un autre aspect sur lequel Vin Diesel a été énormément critiqué, surtout en France, c'est le fait qu'il ne fasse pas ses propres cascades. Pour le tournage des Chroniques de Riddick, Vin Diesel était sur un projet qui lui était cher. Il faisait pas mal de chorégraphies et de cascades lui-même, pas toutes bien sûr, et avec de l'assistance, mais plus que dans ses autres films. Et pour ceux qui pensent que c'est simple, comédien et cascadeur sont véritablement deux disciplines différentes. Et même s'il est admirable d'avoir des acteurs qui savent faire les deux comme Jackie Chan, Belmondo ou Tom Cruise, ces profils pluridisciplinaires sont l'exception, pas la règle. Le métier de cascadeur est extrêmement complexe, dangereux et surtout mortel. Si Vin Diesel se pète un bras pendant une mauvaise chute, c'est toute la production qui est arrêtée. Pendant le tournage de Triple X, Vin Diesel manque de se tuer pendant une scène, et ce sont deux cascadeurs qui décéderont pendant le tournage, Harry O'Connor et Brady Michaels. C'est d'ailleurs après ce tournage que Vin Diesel se montre beaucoup plus prudent vis-à-vis de ses cascades. Difficile de l'en blâmer. Après toutes ces histoires, Vin Diesel va enfin se remettre sur le dernier film qu'on va explorer. Universal va produire le film, mais il doit avancer une grosse partie de la somme lui-même, avec des thunes qu'il n'a pas. Il va donc hypothéquer sa résidence principale pour pouvoir produire le film. Il a donc tout intérêt à le produire et le diffuser rapidement s'il veut pas finir à la rue. Ah bon, après, finir à la rue dans les critères de Vin Diesel, ça veut juste dire qu'il va finir dans une autre villa, hein. Ils remettent donc le couvert avec David Towie, et ensemble, ils se lancent sur cette nouvelle histoire. Le nouveau film nous montre la survie de Riddick dans une nouvelle planète. Après avoir dirigé l'Empire Necromonger pendant quelques années, Riddick se lance à la recherche de son monde d'origine. Il est trahi par les siens et laissé pour mort dans un des environnements les plus dangereux de la saga. On le voit survivre seul,
face à un environnement mortel et user de tout son savoir pour rester en vie. Le film est financé à hauteur de 110 millions de dollars, soit la même somme que le précédent film. Ce qui est un budget en vrai assez conséquent en vue de la non-rentabilité des chroniques de Riddick. Dans le principe, le film Riddick fait montre d'un grand apprentissage des erreurs commises lors des derniers films, et tend à convaincre les fans de Pitch Black en intégrant un segment très similaire. Riddick est cette fois-ci montré en difficulté, et on le voit même à certains moments perdre le contrôle de la situation. Malheureusement, le film est bourré de défauts majeurs. Pour commencer, il y a un gros segment du film qui se passe carrément sans Riddick, ce qui est un comble pour un film éponyme. On a le point de vue de mercenaires venus l'arrêter et se faire décimer par ses pièges, mais il n'y a pas la même qualité d'écriture sur les personnages que dans les précédents films. Non pas que ce soit des chefs-d'œuvre de narration non plus, faut pas déconner, mais ils avaient quand même des énormes points forts sur la montée de la tension ou la caractérisation des personnages secondaires. Le premier acte où Riddick survit face aux éléments est très intéressant. On voit enfin notre protagoniste dans des situations qu'il ne maîtrise pas et se faire violence pour conditionner son corps au danger de la zone. Le passage où il s'empoisonne pour développer une immunité contre les créatures des marais est vraiment dans l'esprit du personnage. Tout le premier acte est presque muet, ses seules répliques étant limitées à celles qu'il a avec l'espèce de chien qu'il est parvenu à dresser, ce qu'on peut interpréter comme la capacité de Riddick à dominer mais également dompter la nature. Mais c'est à partir du deuxième segment que le film prend une tournure assez inattendue. Riddick se laisse identifier par un scanner pour attirer un vaisseau de mercenaires dans l'objectif de le prendre. Le problème, c'est qu'à partir de là, on n'a plus du tout le point de vue de Riddick qui prépare son plan pour capturer le vaisseau, mais celui des mercenaires qui sont affreusement mal écrits. Contrairement au premier film, ici les personnages sont extrêmement limités, ils sont gratuitement odieux, malfaisants, idiots, passifs et parfois même tout ça à la fois. Certains mercenaires sont plus mesurés et conscients du danger que représente Riddick, mais restent affreusement oubliables. De plus, il y a une énorme incohérence qu'on explique, mais alors absolument pas. Pendant un moment, la seule femme du groupe se fait agresser par la tête à claque de service en présence de Riddick, et on passe à la suivante sans savoir comment la précédente s'est conclue. Comme si rien ne s'était passé alors que c'est un des passages les plus choquants du film. Il y a d'autres incohérences de ce genre et ça m'emmerde parce que ça concerne des acteurs que j'adore, notamment Dave Bautista qu'on ne présente plus, et Katie Sackhoff de Battlestar Galactica qui ici joue juste la lesbienne de service. Et c'est pour cela qu'il te pourchasse tous ces assassins. Dans le dernier acte, c'est clairement une reprise de Pitch Black, mais en moins bien. Les mercenaires sont contraints de s'en remettre à Riddick pour sortir vivants de la planète, mais il n'y a pas du tout la même implication que dans le premier film, qui nous montrait des personnages variés avec des histoires, des faiblesses et des motivations cohérentes. Les mercenaires se font éliminer de façon aléatoire, aussi bien les bons que les mauvais, donc difficile d'y voir l'allégorie de la pénitence ou de la noirceur qui nous habite du premier film. Le film se termine sur le départ héroïque de notre protagoniste, tellement charismatique que même les lesbiennes ne peuvent résister à son charme animal. Après son départ, il revient zigouiller celui qui est à l'origine de cette trahison, ce qui laisse suggérer une suite, mais franchement, c'est très mal barré. Le troisième film n'était déjà pas très attractif pour les studios, et son résultat au box-office les a confortés dans leurs craintes. Le film rapporte la maigre somme de 93 millions de dollars pour les 110 investis, et la critique est encore pire que celle du deuxième film. Visuellement, on sent vraiment les fonds verts, et bien que le film ait bénéficié d'un budget similaire au précédent, il est atrocement pauvre en création visuelle. Pitch Black avait l'excuse de son maigre budget, mais Riddick ne relève absolument pas la barre au-delà du premier acte. Cependant, il y a du bon dans ce film qui mérite d'être relevé. Le choix de faire un Riddick qui est moins en possession de ses moyens malgré ses nombreux talents montre déjà une certaine maturité chez Diesel et Towie. C'est un équilibre dont le personnage avait besoin, et même si je suis assez scandalisé par la scène finale avec Katie Sackhoff, je trouve que dans l'ensemble, le personnage de Riddick est beaucoup plus intéressant et attachant que dans le précédent film sans perdre de son aura. Revenir sur le concept de Pitch Black était une excellente piste pour reconnecter avec les origines de la saga, et certaines scènes d'élimination sont franchement stylées. Contrairement au deuxième, il n'a pas autant été censuré par le studio. C'est également un film qui est resté fidèle aux chroniques de Riddick, et qui assume pleinement la connexion primale que le personnage a avec son nouvel environnement. C'est un film qui cherchait sincèrement à reconnecter avec les fans du premier film, et satisfaire les fans du second. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, Riddick c'est littéralement ça. La licence Riddick a une fanbase qui est bel et bien présente, mais on constate qu'elle n'est pas suffisante pour permettre à Towie et Diesel de faire un nouveau film à la hauteur de leurs ambitions. Et Riddick est une œuvre très chère à ces deux artistes. L'iconisation redondante du personnage n'est qu'une conséquence de l'amour et l'intérêt qu'ils portent pour ce personnage et cet univers. On peut reprocher beaucoup de choses à Vin Diesel, mais il faut reconnaître qu'il sait se faire violence pour porter un personnage qu'il aime à l'écran. La saga Riddick est un projet paradoxal qui exige des moyens colossaux pour satisfaire une audience de niche. Et Vin Diesel continue de s'acharner pour continuer de la faire exister. Richard B. Riddick est un personnage absolument indissociable du comédien qu'il interprète. Il est à la fois une exagération et une sublimation de ce que Vin Diesel aime dans les rôles qu'il interprète. C'est pour cette raison qu'aucun autre comédien ne pourra jamais jouer Riddick. D'après nous, il représente un idéal pour l'acteur autant que pour les fans de la saga.
Cet élu au passé criminel est une sorte d'incarnation des différents mythes comme Spartacus, le récit d'un homme asservi qui doit compter sur ses qualités de combattant pour survivre dans un système tyrannique. Bien qu'il soit au plus bas de l'échelle sociale, il se dresse face au tyran et devient un symbole d'espoir pour les siens. Lorsque Riddick se dresse face au Necromonger, c'est un schéma très courant et efficace que le film transpose dans un contexte de space opéra. Les chroniques de Riddick ont même un petit côté péplum dans la cité de Hellion Prime et dans la prison qui ressemble à une sorte d'arène. Après revisionnage, impossible également de ne pas voir en Riddick une représentation moderne de Conan. Au départ un prisonnier, il devient un combattant rusé, talentueux, qui parvient à vaincre des armées entières jusqu'à devenir un roi. Une fois roi, il sent l'aura de la trahison qui menace son règne et il revient finalement à sa nature de guerrier barbare. Impossible de ne pas voir les similitudes entre leurs parcours. Comme Conan, Riddick est un combattant nomade et intrépide qui sait dompter les éléments et conditionner son corps à la nature. Il n'est pas fait pour s'enliser dans les chaînes de la civilisation et préfère toujours s'en remettre à son instinct, n'en déplaise à Lovecraft. On a justement fait une vidéo sur Conan si jamais vous ne voyez pas de quoi on parle. Riddick, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? The darkness, for me, is where I shine. Aujourd'hui, il y a une fanbase solide qui défend ces films pour leurs élans créatifs, et surtout 2 jeux vidéo excellents. D'ailleurs, au moment de cette transmission, un 4e film Riddick serait en projet. Vin Diesel continue régulièrement de partager son enthousiasme à l'égard du projet Furia, la suite de Riddick. Aux dernières nouvelles, une production serait censée commencer en 2024 pour sortir en 2025. À voir comment les choses évoluent. Vin Diesel est une personnalité très fascinante et très clivante. D'un côté, il a un comportement très lourd et déplacé comme on a pu le voir avec les extraits de la youtubeuse brésilienne. Ou bien il prépare un film biographique de Harvey Weinstein. D'un autre côté, ça a l'air d'être quelqu'un qui est très enthousiaste et très attaché aux valeurs familiales, comme on a pu le constater avec les nombreuses fois où il s'est livré sur sa relation avec le défunt Paul Walker. Et pour répondre à notre question initiale, la figure du badass n'est pas tant en voie d'extinction, mais surtout en évolution. Là où Riddick est à l'image de Vin Diesel, comme on peut le voir sur certains plateaux ou interviews, c'est tout de même une image qui n'est plus vraiment confortable à regarder. Aujourd'hui, le badass n'est plus simplement un macho musclé décérébré, il est aujourd'hui une figure plus nuancée, torturée et variée. On s'éloigne progressivement du héros réganien pour aller vers des personnalités plus complexes et chargées de défauts. Le badass d'aujourd'hui est à la fois plus identifiable et moins noble dans ses accomplissements. On comprend cependant pourquoi il a une énorme fanbase de plus de 100 millions de personnes sur le Facebook de Vin Diesel, où il s'amuse à poster des Photoshop d'éléphants. Merci d'avoir suivi cette transmission. Si vous en voulez encore, on est en live ce soir à 21h sur les jeux vidéo Riddick. Et si jamais vous avez loupé le live, ne vous inquiétez pas, ils sont tous sur la chaîne secondaire Exitium Live, on vous mettra le lien en description. Merci aux tipeurs qui permettent à cette chaîne de survivre. Si vous souhaitez soutenir notre travail, vous savez où ça se passe. Salut chers survivants. Salutations chers survivants. Fin de transmission.